Bonsoir, bonjour, encore c'est l'heure du thé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce 3e jour de la semaine digitale des PME. Donc on est au Hub chez BPI France. Donc pour cette 3e journée, je tiens à vous remercier car vous étiez 600 à nous suivre en cumulé sur les 2 premiers jours. Donc merci infiniment. Si certains qui nous regardent aujourd'hui nous ont regardé hier et avant-hier, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, le thème de cet after work, c'est la conformité, la RH et la finance, le côté juridique aussi, tout ce qui est diablement important dans une entreprise, dans une PME, dans n'importe quelle société en fait, et qui est souvent un peu dans l'ombre. Souvent, on les symbolise, on les illustre par des grandes piles de dossiers qu'on laisse à droite et à gauche dans un bureau et qui occupent beaucoup de mètres carrés finalement, qui prennent de la place, dans les esprits, qui prennent de la place dans les process. Ça occupe énormément, ça peut faire perdre du temps et pourtant ce sont des fonctions absolument capitales. Donc on va aujourd'hui parler de tout ça avec un panel de qualité comme tous les jours que je vais vous présenter. Mais avant cela, je vais vous poser une question comme tous les jours depuis le début de cette semaine, parfois deux, mais là c'est une seule question, donc c'est encore plus facile à retenir. L'occasion pour vous de vraiment d'y répondre de façon assidue. Cette question, c'est quelles sont les 3 fonctions transverses prioritaires que vous souhaiteriez digitaliser, donc RH, conformité, juridique ou finance. Quelles sont les 3 fonctions transverses prioritaires pour vous que vous souhaiteriez digitaliser? Est-ce la RH, la conformité, le côté juridique ou la finance, et peut-être plus si affinité? Voilà, donc vous avez 1h30 environ pour répondre à cette question, et donc les résultats seront explicités, décryptés, analysés par le panel d'experts qui est autour de moi aujourd'hui, que je vais vous présenter. Donc on va passer une première demi-heure avec 2 intervenants. Avec Marie Boedek-Ménard qui est à ma droite. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante PME du groupe Référence, et Paul Chenard qui est directeur adjoint de School Lab. Je vais aussi présenter nos 3 startups qui vont ensuite pitcher leur startup. Nous aurons en premier Payfit, donc avec Baptiste Lebihan qui est directeur commercial de Payfit, qui est à distance et que nous saluons. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Donc Baptiste, voilà, donc la première partie de cet afterwork est avec les 2 personnes que j'ai citées précédemment, mais naturellement vous pouvez être questionné, challengé, et d'ailleurs vous pouvez lever la main à tout moment si vous souhaitez intervenir pour enrichir le débat et poser des questions. Il n'y a absolument aucun problème. Nous sommes aussi avec Charles Merlet de Captain Contrat. Bonjour Charles. Bonjour à tous. Donc Charles Merlet qui lui est en présentiel, je précise à chaque fois pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc moi a priori c'est clair dans ma tête, mais c'est bien que ce soit pour vous. Bah oui, avec ces nouveaux formats hybrides, on sait pas toujours bien où on en est. Et à la fin, à la fin de ma feuille, mais sur le plateau à distance, nous avons Jean-Daniel Guillot qui est cofondateur de Memobank. Bonjour Jean-Daniel. On va commencer. De quoi parle-t-on? Donc là, je m'adresse en premier lieu à vous, Marie Boedek-Ménard, et à vous, Paul Chenard. De quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la digitalisation des fonctions transverses de l'entreprise? On dirait un gros mot, un grand gros mot, tout ça. Je commence par vous. Alors, effectivement, c'est pas du tout un gros mot. Il s'agit juste d'utiliser les outils numériques pour effectuer les tâches opérationnelles des fonctions support que sont la RH, la finance, le juridique. Voilà, donc on va utiliser tout le numérique pour améliorer l'efficacité. Et en fait, si on réfléchit par exemple sur la finance, on peut avoir plusieurs axes sur cette digitalisation. Alors déjà, au lieu juste de parler de digitalisation, moi je préfère parler de transformation digitale. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas juste d'outils. On parle aussi de changement de process et de l'implication des collaborateurs et le changement potentiel de l'organisation suite à la mise en place de ces outils. Voilà, donc il faut vraiment parler de transformation digitale de ces fonctions support. Et par exemple, si on parle de la finance, on a 2 grands axes. Il y a le pilotage de la performance d'un côté, et ensuite tout ce qui est vraiment la répétitivité des tâches, donc ce que vous disiez avec tous les... Et voilà. Justement, est-ce que vous considérez tous les deux que voilà, on image comme on peut, donc cette pile de dossiers qui traîne, qui est au-dessus des armoires, qui est dans les armoires, au-dessus des armoires, qui déborde un peu. Est-ce que toutes ces fonctions transverses dont on parle, ce sont les grands perdants dans une certaine mesure, peut-être les grands oubliés de la transformation digitale? Ou est-ce que c'est les plus mal lésés? Je me tourne à ma gauche cette fois. Je sais pas si c'est des grands oubliés. Je pense pas, et je pense qu'on voit avec pas mal d'exemples aujourd'hui de
de start-up comme celles qui sont avec nous aujourd'hui présentent, des vrais succès, des vraies réussites sur les entreprises qui ont été capables de comprendre qu'il y avait un vrai marché, un vrai besoin et des vraies opportunités pour transformer ces fonctions-là, oubliées probablement au début de cette transformation digitale, mais qui maintenant est au cœur des problématiques pour beaucoup d'entreprises et qui offre des opportunités extrêmement importantes sur le changement, le gain de productivité d'un point de vue tâches répétitives pour se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc je pense que si elles ont été un peu oubliées il y a quelques années, elles sont aujourd'hui au cœur de cette transformation digitale des entreprises. Donc, dans l'intitulé de cette journée, il y a plusieurs termes, conformité, RH, finance, juridique. Quel est de ces termes celui qui a été le premier à être transformé, qui a été le premier à être digitalisé, et ça, il y a combien de temps environ? Alors, moi, je pense que la finance, par nature, est quelque part la première qui fait l'objet de la transformation, parce que la finance, elle est un peu au cœur de l'entreprise. Elle touche à la fois le commercial quand il s'agit des process de facturation, elle touche les employés quand il s'agit de la paye, elle touche aussi la production quand on calcule les coûts de production. Donc vraiment, toutes les fonctions sont touchées quand on digitalise une fonction finance. Donc quelque part, c'est la finance qui est peut-être la première. Après, de là à digitaliser toute la fonction, non. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il vaut mieux digitaliser un cas d'usage de bout en bout. Donc par exemple, un flux de facturation, donc en allant des opérationnels jusqu'à la fonction support, plutôt que digitaliser tous les process de la fonction finance. Voilà, c'est ce que je... Messieurs qui êtes à distance, qu'est-ce que vous en pensez sur tous ces gros mots là, RH, conformité, finance, juridique? Laquelle de ces fonctions a le plus d'intérêt, la plus de promesses et va faire gagner, va provoquer le plus de gains à être digitalisée, selon vous? Je pense que ça dépend des entreprises et de leurs problématiques. Pour certaines, peut-être que c'est la partie RH, pour d'autres finances. Je pense qu'il est important de faire une analyse sur ce qui pourrait le plus apporter, en fait. Peut-être que pour certains, faire une transformation digitale sur la partie RH, ça peut permettre d'améliorer grandement l'efficacité de l'entreprise et le confort des collaborateurs. Peut-être que pour d'autres, c'est la complexité du pôle finance qu'il faut essayer d'améliorer en premier. Je pense que la digitalisation, elle doit être au service de l'entreprise, dans le sens où on ne doit pas le faire juste parce que c'est une tendance. On doit le faire parce que ça peut apporter à court terme, à moyen terme, à plus long terme, vraiment de l'efficacité ou un gain de confort et de fiabilité à l'entreprise. Donc ça dépend des cas. Baptiste Le Bihan, vous parlez de tendance. Est-ce que sur des fonctions très concrètes, comme celle dont on discute aujourd'hui, il est aussi question de tendance, parce que pour le coup, qu'on parle de tendance pour ce qui est de future of work, d'ameublement, d'espace de travail, on le comprend, mais pour des matières aussi pragmatiques, pour des fonctions aussi pragmatiques que la paix, que la conformité et le juridique, on peut également tomber dans cette faille de la tendance. Non, c'est plus qu'une tendance. Maintenant, c'est une réalité pour beaucoup, et beaucoup d'entreprises, de départements RH financiers veulent digitaliser, mais ils veulent le faire pour une bonne raison, parce que ça peut les aider à mieux servir leurs collaborateurs ou leurs clients. C'est plus qu'il faut le faire dans un ordre qui va être le plus efficace pour l'entreprise. Mais oui, on constate que beaucoup d'entreprises veulent digitaliser, beaucoup de salariés veulent avoir des outils digitalisés, mais finalement, je crois qu'il y a plus de la moitié des salariés en France qui n'ont pas à disposition d'outils digitaux efficaces au niveau RH, par exemple, qui est un secteur que moi je connais mieux parce que c'est l'expertise de Payfit, par exemple. Donc c'est plus qu'une tendance, mais c'est pas non plus un raz-de-marée digital qui a lieu aujourd'hui pour les PME françaises. Paul Chenard, est-ce qu'il y a des fonctions qui sont plus facilement digitalisables que d'autres, plus simples, et donc du coup qui deviennent prioritaires? Je pense que ça dépend beaucoup des entreprises, et ça dépend beaucoup surtout des gens dans les entreprises et de leur capacité à opérer cette transformation digitale et à gérer en fait la situation et leurs fonctions de manière digitale. Ce
Ce qui va être compliqué, et je pense que quand on dit qu'il y a la moitié des salariés qui n'ont pas accès à ces outils, c'est que ces fonctions fonctionnent de la même manière depuis généralement très longtemps. Et au-delà de la volonté souvent qui est soit amenée par les dirigeants, soit amenée par le chef d'équipe de cette fonction transverse, est souvent un peu perçu comme un vrai chamboulement pour tous les membres de cette équipe-là. Et donc, il faut être capable de les accompagner pour que cette transformation soit un succès. Donc, est-ce que c'est plus facile laquelle est la plus facile ça va vraiment dépendre. Je pense que dans les critères à prendre en compte, au-delà de l'importance pour l'entreprise et des gains espérés et imaginés pour l'entreprise, il faut aussi prendre en compte la capacité à implémenter avec l'équipe qu'on a en place et à accompagner le changement et à former les gens sur ces problématiques-là. Parce qu'on a vu effectivement Paul Chénard hier et avant-hier pour les 2 premiers jours de cette semaine digitale que pour les PME, pour tout le monde, mais pour les PME aussi, évidemment, personne n'échappe à cela. Le changement, l'innovation, la transformation, ce sont des gros mots, ça fait peur et même parfois si on prouve par A plus B à une entreprise, à un chef d'entreprise et aux collaborateurs qu'il peut y avoir des gains de temps et qu'il peut y avoir des progrès prouvés avec un calcul très simple sous les yeux, eh bien par habitude, par confort, même s'ils perdent du temps et même s'ils perdent de l'argent, in fine, eh bien on refuse d'avancer. Donc c'est assez, tout ça est assez psychologique finalement. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu. C'est justement de bien expliquer la transformation, pourquoi on veut le faire d'abord, c'est quoi l'objectif. Donc vraiment se focaliser sur le problème à résoudre. L'entreprise, elle doit vraiment identifier avec ses collaborateurs c'est quoi le problème principal que je souhaite résoudre et comment du coup je vais le faire. Les embarquer. Et le numérique est uniquement un outil parmi d'autres qui va leur permettre de résoudre un problème, leur faire gagner du temps et éventuellement accélérer les processus de décision, etc. Mais il faut vraiment identifier ce problème. Et effectivement, en fonction de chaque entreprise, la problématique ne sera pas la même. Et c'est pour ça qu'on ne va pas digitaliser les mêmes sujets. Il vaut mieux faire résoudre un problème, mais vraiment le résoudre, que en toucher plein et pas les résoudre. Voilà. Marie Boédek-Ménard, je vais vous poser une question ensuite, mais avant cela, je vous encourage à regarder la caméra. C'est assez perturbant, je vous l'accorde. On vous pardonne, tout le monde vous pardonne. Et d'autant que là, on va passer dans le concret. On est dans le concret toute cette semaine. Est-ce qu'on peut évoquer des cas concrets? Vous évoquez à l'instant des spécificités pour chaque entreprise, sa culture, ses envies, ses collaborateurs. On n'a pas tous la même personnalité, pas tous. Qu'est-ce qu'on peut parler d'un cas particulier, d'une transformation digitale pour une fonction dans une PME typique, quoi? Alors, moi, j'ai le cas d'une société qui était spécialisée dans la signature de partenariats pour la recherche entre le privé et le public. Et en fait, tout était fait en papier. Donc, les contrats étaient signés en papier, ils étaient envoyés par la poste, l'assistante les scannait, il les archivait dans des classeurs. Au moment du confinement, donc en mars, évidemment, toutes ces actions étaient complètement impossibles et la société était carrément à l'arrêt, en fait. Elle ne pouvait plus continuer à fonctionner. Donc, le DSI a mis en place une solution de signature électronique des contrats en 2 semaines. Et donc l'entreprise non seulement a pu reprendre son fonctionnement, ce qui est déjà très bien, mais surtout elle a gagné énormément de temps. Et l'assistante, donc qui passait énormément de temps à faire toutes ces tâches administratives, finalement a pu se focaliser sur d'autres tâches qui étaient notamment d'organiser le planning, les réunions pour accélérer les négociations et la signature des contrats. Et donc, ça a bénéficié à toute l'entreprise. Et aujourd'hui, quand on lui pose la question, on lui dit « Est-ce que vous reviendrez, vous changeriez ?» Et elle dit « Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. » Finalement, ça a changé ma manière de travailler. Et elle sent vraiment qu'aujourd'hui, elle contribue à la création de valeur dans l'entreprise. Et ça aussi, c'est très important pour des fonctions opérationnelles. Charles Merlet, je me tourne vers vous parce que vous êtes là et vous êtes le seul pour le moment à pas être intervenu. Ce que vient de dire Marie Boédek-Ménard, c'est qu'une entreprise, une PME, n'importe quelle société ne peut plus continuer, enfin même si la Poste fait des outils digitaux formidables, c'est pas le souci, mais ne peut plus continuer à vivre au rythme du papier, des enveloppes de la Poste. C'est plus possible aujourd'hui, ça. Oui, complètement. Et effectivement, la période du confinement qu'on a vécu et qu'on vit à nouveau aujourd'hui,
montrée dans toute sa dimension, non seulement elle ne peut plus, mais elle n'y a plus beaucoup d'intérêt. Et je rejoins complètement ce qui était dit précédemment, c'est que la digitalisation, elle permet de recentrer les gens, que ce soit en interne ou en externe, sur ce qui fait véritablement leur valeur ajoutée. Donc au contraire, souvent on en a peur, et notamment dans les entreprises, parce que on est tous un peu animés par une forme de peur du remplacement et du remplacement par le numérique. Mais en réalité, ça permet justement aux personnes à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de se recentrer sur véritablement ce qui fait leur valeur ajoutée, de gagner beaucoup de temps et donc d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus épanouis dans leur travail au quotidien. Et l'un des enseignements d'ailleurs qu'on a commencé à tirer ces 2 premiers jours, c'est que effectivement, si la technologie, si l'innovation, si le changement et le digital pouvait améliorer certains dispositifs, certains process, ça ne voulait pas dire sine qua non que les êtres humains allaient être remplacés par des machines. C'est une crainte qu'on a déjà plusieurs fois évoquée hier et avant-hier, et c'est vrai aussi pour ce dont on parle aujourd'hui, le côté juridique, la paix, l'administration, tout sera toujours aux commandes, ce sera toujours les êtres humains qui seront aux commandes de tout cela, malgré les logiciels, malgré les dispositifs. Jean-Daniel Guillot, je me tourne vers vous. Je ne sais pas si nous, ce qu'on pense vraiment, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, l'humain doit être aux commandes et donc doit être assisté et doit avoir, en gros, gagner des super pouvoirs grâce à la technologie, grâce au numérique, et donc pouvoir faire des tâches plus intéressantes. Après, on peut aussi avoir des gains de productivité, et concrètement, ça veut dire parfois que si une équipe de 5 personnes ne fait que du papier et fait que la paperasse, oui, on peut aussi optimiser l'équipe et dire effectivement, on n'a peut-être plus besoin de 5 personnes pour faire autant de papier, parce que on a des tâches finalement plus intéressantes, et faire du gratte-papier, c'est finalement plus si intéressant. Donc il y a des métiers qui se transforment, il y a des changements. Ça ne veut pas dire moins d'emplois, mais ça veut dire quand même parfois des transformations assez radicales dans les entreprises. Donc je saurais pas si c'est pas on numérise puis finalement on reste pareil. On numérise et il peut y avoir des vrais changements organisationnels dans l'entreprise. C'est ça qui est aussi un peu dur à comprendre et à assimiler, c'est que la numérisation, c'est pas juste je prends un outil ou je transforme ce qui est en papier en PDF. C'est pas du tout ça, en fait. C'est je reprends tous mes processus, je reprends toute mon organisation, ma façon de travailler, et je regarde s'il n'y a pas une façon plus optimisée, plus fonctionnelle de travailler avec les outils. Et une des difficultés par rapport à ça, c'est c'est que c'est dur, en fait, de comprendre l'étendue des possibles. Le champ des possibles, il est quasi infini avec l'informatique. Mais il n'est pas forcément infini avec les partenaires qu'on a autour de soi. Et donc, il faut bien comprendre, il faut s'intéresser au sujet, bien comprendre ce dont chaque partenaire est capable, de manière à derrière repenser des processus, repenser une organisation et effectivement faire ce saut, ce qui peut être un peu inquiétant parfois, mais qui à la fin paye toujours, faire ce saut vers une organisation, des processus et des outils différents de ceux qu'on utilise aujourd'hui. Augmenter par les outils digitaux, et vous venez de le dire, Jean-Daniel Guillot, la création à la clé de nouveaux métiers, parce que si les gratte-papier, comme je vous cite quasiment, effectivement, ça n'a pas grand intérêt, la valeur ajoutée n'est pas toujours effectivement compréhensible, et c'est dur de dire effectivement à certaines personnes et de décréter tout bêtement que certains métiers aujourd'hui ne sont plus utiles. Avec les outils digitaux, on peut basculer vers de nouveaux métiers qui ont un avenir et qui seront pérennes, Paul Chénard. Alors oui, et pour remplacer avec de l'humain augmenté, comme vous venez de dire, il faut que les gens soient capables de le faire. Et la limite de tout ça aujourd'hui, dans cette digitalisation, ça va être que malgré tout ce qu'on peut dire, et même parmi les générations les plus jeunes, il y a une quantité d'outils qu'on vous met entre les mains quand vous arrivez dans
entreprise, qui fait qu'en fait les gens, même si ont une appétence forte à la transformation numérique, une appétence forte pour la productivité, donc là vous êtes dans le meilleur scénario, vous avez quelqu'un qui a été formé, qui est appétent à ces outils-là, mais souvent en fait la limite elle vient aussi du fait que on ne peut pas juste gérer 20, 30 ou 40 outils en permanence. Et c'est là où la clé va être, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur savoir quels bons partenaires s'entourer. Une des clés d'une digitalisation des fonctions transverses et de l'entreprise en général est de savoir créer un bon écosystème qui se connecte et qui se parle entre les différentes fonctions, puisque la valeur ajoutée de deuxième niveau par rapport à juste digitaliser des petits bouts par-ci par-là, ça va être de créer un écosystème entier au sein de son entreprise qui va non seulement optimiser une fonction, mais qui va optimiser le fonctionnement global de toutes les fonctions, notamment quand on disait sur les fonctions transverses qui sont souvent au cœur le trait d'union entre les fonctions commerciales et les fonctions front qui vont développer quand on fait du service et qui vont être chez le client, les fonctions de back-office, les dirigeants. En fait, ces fonctions-là vont être trait d'union et ces outils-là vont être trait d'union. Donc, si à chaque fois, en fait, ça demande des efforts humains et qu'on déplace l'effort d'un outil, d'une tâche manuelle qu'on remplace par un outil, mais qu'il faut que cette tâche manuelle elle soit mise ailleurs pour juste comprendre comment on fait fonctionner l'outil et comment on récupère cette donnée et qu'on l'interprète de manière intelligente, en fait, on déplace juste le problème et on n'a fait pas une avancée forte en termes de transformation digitale. Et d'autant que, Paul Chénard, vous citez 30 à 40 outils digitaux par entreprise qu'il faut apprendre à utiliser. Donc, et si on change d'entreprise, on peut se retrouver avec encore plus d'outils digitaux qu'on ne connaît pas. Et donc, on se retrouve effectivement devant un grand point d'interrogation. Alors, je vous rappelle à vous qui nous suivez la question à laquelle vous pouvez répondre et dont les réponses seront partagées à la fin de notre discussion. Cette question unique, c'est quelles sont les 3 fonctions transverses prioritaires que vous souhaiteriez digitaliser dans votre entreprise? Quelles sont les 3 fonctions transverses prioritaires que vous souhaiteriez digitaliser en termes de RH, de conformité, de juridique ou de finance? Voilà, et j'en profite aussi pour rappeler, parce que je l'ai pas fait au début de cet after work, de remercier nos partenaires, donc le Lab BPI France, Pacte PME, la CPME et le réseau Entreprendre. Et donc je continue avec vous après cette petite aparté, ce petit aparté, la crise sanitaire, le travail à distance, on a déjà évoqué un petit peu avec un exemple très précis à ma droite tout à l'heure. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qu'on a réalisé au global dans les PME, mis à part que on pouvait plus aujourd'hui être dépendant de la poste version papier d'il y a 50 ans? Alors je pense que ça a fini de convaincre une certaine partie des TPE-PME qui n'avaient pas encore sauté le pas. Mais avant de répondre, je vais juste revenir sur ce que vous disiez. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la digitalisation et de ses conséquences sur l'organisation elle-même et sur les personnes qui composent l'entreprise. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans beaucoup de TPE-PME, il y a un certain nombre de sujets qui, avant qu'on mette à disposition des solutions digitales, et donc souvent des solutions moins chères, n'étaient tout simplement pas gérés, étaient laissés de côté. Et pour le coup, chez Captain Contrat, c'est quelque chose qu'on constate quotidiennement. Le juridique, peut-être des 3, est celui qui vient en dernier, parce qu'on se dit qu'au fond, on verra plus tard, que finalement le risque-prix est pas si important jusqu'au jour où il se matérialise. Et là, souvent, la sanction est immédiate et assez grave pour l'entreprise. Donc, il faut pas oublier ça aussi, c'est que ces solutions-là, et celles qui sont autour de la table aujourd'hui, elles ont permis à un certain nombre d'entreprises tout simplement de commencer à s'intéresser à des sujets comme le juridique, comme les sujets RH qui auparavant étaient assez peu gérés. Donc la crise sanitaire, pour répondre à votre question, je pense qu'elle a un petit peu, elle a joué le rôle de catalyseur, mais d'un mouvement qui était déjà en train depuis assez longtemps. Charles Merlet, on parle beaucoup en ce moment Charles Merlet et tous les autres d'ailleurs, on parle beaucoup en ce moment de biens essentiels avec tous les paradoxes et toutes les absurdités parfois que ça peut générer dans les magasins, pour les commerces et surtout pour les commerçants d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler de services essentiels? Moi je me pose la question, à quand est-ce qu'il y aura peut-être potentiellement une obligation pour les organismes publics ou privés d'accepter de dématérialiser des documents? Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour que tout soit à jour? Je vous vois faire des grands yeux, vous avez l'air... En fait, aujourd'hui, c'est déjà, ça devient de plus en plus important et il y a un nouveau décret qui est passé, la facturation électronique obligatoire
va devenir donc obligatoire pour tous les acteurs, donc toutes les entreprises à partir de 2023. Donc on ne connaît pas encore toutes les conditions, mais ça va forcément et ce qui vient avec, c'est évidemment la collecte de la TVA. Hein, donc et donc ça va forcément pousser toutes les entreprises à revoir leur process de facturation, parce qu'il faudra se conformer à cette nouvelle règle. Donc évidemment, l'administration a aussi un gros rôle à jouer. On l'avait vu aussi sur la dématérialisation des notes de frais. Le fait qu'aujourd'hui on puisse soumettre des justificatifs électroniques, c'est un énorme changement pour les contrôles fiscaux notamment. Voilà, donc le réglementaire est très important évidemment dans cette vague de dématérialisation et de digitalisation. Évidemment. Eh bien, je pense qu'on en a quasiment fini avec cette première partie. C'est bientôt le moment de laisser nos trois start-upers, nos trois ambassadeurs de trois sociétés qui sont particulièrement concernés par nos problématiques de ce soir de s'exprimer. Simplement une dernière question pour vous tous, juste en un ou deux mots. À chaud, quelle est la plus grosse absurdité à laquelle vous pensez qui est toujours, enfin, quelque chose de médiéval, qui n'est plus de l'ordre de 2020, que vous observez dans les fonctions qu'on est en train de dépoussiérer, d'examiner ce soir, de décrypter, quelque chose de médiéval qui existe toujours aujourd'hui et qui ne devrait plus exister. Ma question était formidable. Les factures pour revenir, les factures non digitales, moi j'ai encore eu l'exemple hier d'un client qui nous a dit qu'il ne pouvait pas nous transmettre d'adresse email pour qu'on lui envoie la facture PDF et qu'il fallait absolument qu'on l'imprime et qu'on aille la poster. Donc en pleine période de confinement, c'est un peu compliqué. Et pour le coup, le client était un gros groupe du CAC 40, donc ça montre encore les efforts à faire. Et si je peux juste rajouter par rapport à la question d'avant sur l'impact de la crise sanitaire, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, c'est ces fonctions-là qui vont être transformées de manière digitale, il faut aussi prendre en compte, et ça c'est plus global au niveau de l'entreprise, qu'un des vrais changements qu'il va y avoir, ça va être sur la capacité à mieux échanger, à mieux communiquer au sein de l'entreprise, surtout si on veut digitaliser ces fonctions et donc potentiellement les délocaliser, travailler à distance et favoriser le télétravail. La transformation digitale, et c'est vraiment pas la partie la plus facile à faire dans une entreprise, c'est la mise en place de canaux de communication hyper clairs, malgré tous les outils qui existent et qu'on connaît tous. Le fait que ça soit fluide et que ça soit aussi fluide que quand on a 5 personnes dans un bureau qui avaient les papiers en main et qui pouvaient échanger, je pense que c'est un des vrais challenges aussi de la transformation digitale. Un peu le chenard, donc j'ai le droit moi aussi parfois de répondre à mes propres questions. Il m'est arrivé un truc assez marrant chez un loueur de voitures dont je vais pas citer le nom. Donc je loue une voiture, je signe un contrat papier. C'était pour une petite location de 4 heures, en gros pour aller de Nantes à Paris, voilà, pour raconter ma vie. Et à Paris, en rendant la voiture, je me rends compte que ce contrat papier n'avait pas encore été intégré à la base informatique, donc je ne pouvais pas terminer la location de ma voiture. Donc j'ai demandé poliment au monsieur si je devais du coup rester dormir dans la voiture à Montparnasse, et le monsieur m'a dit non, je vais passer un coup de fil, etc. Donc ça prouve bien qu'il y a certains progrès énormes de ne pas pouvoir finir une location parce que ça a été rempli sur un bout de papier qui n'a pas encore été ajouté à une base informatique. Ça pose quand même un certain problème. Vous vous acquiescez, mais vous n'avez plus d'exemple à donner. Je passe tout de suite à notre présentation de 3 startups ce soir. Et la première, c'est Payfit. Et notre intervenant, c'est Baptiste Lebihan, qui est à distance. Donc, vous êtes directeur commercial de Payfit. Je disais tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous présenter Payfit de façon succincte et dynamique, afin que tout le monde comprenne, tous nos spectateurs comprennent ce dont il s'agit? Évidemment, certains connaissent déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Bon, déjà, on n'est plus forcément une start-up parce qu'on est 500 salariés dans l'entreprise chez Payfit. Donc, on a grandi très vite, mais on n'est plus vraiment une jeune entreprise ou start-up au sens propre du terme. Moi, je suis arrivé dans l'entreprise en septembre 2017. Donc, à l'époque, on était une petite PME française de 40 salariés avec 500 clients tous en France. Et aujourd'hui, comme je le disais, on est 500 salariés et on accompagne 4000 PME dans 5 pays. Donc, on est une société européenne. Payfit, ça a été créé en 2015 par 3 Français. Et ce qu'on propose, nous, c'est une solution en fait en SaaS qui permet aux PME européennes de gérer efficacement tout ce qui est bulletin de paye et ressources humaines. Donc, pour simplifier, notre objectif, en fait, c'est de
de permettre à quelqu'un qui n'est pas forcément expert ni en RH ni en paye de gérer très simplement les payes de sa société et d'apporter aussi du confort à ses salariés. Voilà, Est-ce qu'on peut évaluer justement de façon simple, Baptiste Le Bihan, le temps, concrètement le temps, peut-être vous avez d'ailleurs un chiffre en moyenne, le temps que vous faites gagner à un client en particulier? Oui, bien sûr. Donc nos clients sont des PME, c'est des entreprises qui ont entre 1 jusqu'à 500 salariés dans tout type de secteur. Donc tout le monde fait de la paye, donc on peut accompagner tout type d'entreprise. Sur le temps gagné par nos clients, grâce à PayFit, c'est en moyenne 30% de temps par rapport à leur ancien fonctionnement. On permet d'optimiser en fait plusieurs fonctionnements que je pourrais décrire, si ça vous intéresse. Et en plus de ça, ils ont accès à des fonctionnalités supplémentaires. Ils peuvent faire des analyses en plus. Ils peuvent offrir un espace personnel à leurs salariés pour leur bulletin. Donc c'est du gain de temps, mais c'est aussi d'autres atouts qu'on peut apporter. Donc PayFit, c'est zéro papier, zéro paperasse, zéro dossier qui traîne sur le bureau. Vous n'imprimez absolument rien. Alors PayFit, pour nos clients, sont zéro dossier, zéro paperasse. Et en fait, nous, on prend en charge toute la complexité de la paye. Donc je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui nous regardent sur la complexité du code du travail français, de toutes les conventions collectives qui existent et du lien qu'on doit faire quand on est une entreprise avec les organismes sociaux, comme l'URSSAF par exemple. Et en fait, ça, on s'en charge pour nos clients. Donc nous, de notre côté, de temps en temps, on a un peu de paperasse à faire, on doit envoyer des documents, on fait le lien. On a automatisé ça le plus possible, mais pour nos clients, c'est indolore. Ils n'ont pas du tout de papier à imprimer ou à conserver de leur côté. Tout est digitalisé. Vous faites pour l'entreprise un peu ce que là vous parlez de passerelle et de liens. Vous faites un peu ce que la Sécu fait avec la mutuelle, mais sauf que vous faites entre l'entreprise et l'URSSAF grosso modo. Si je caricature et si j'illustre pour le. Oui, c'est ça. On fait le lien avec l'URSSAF, mais il y a beaucoup d'autres organismes. Il y a des organismes de retraite complémentaires. Il y a la DGFIP par exemple pour le prélèvement à la source. Donc voilà, c'est tous ces organismes qui sont en lien avec un bulletin de paye, en fait. Un bulletin de paye, c'est assez complexe. Même peu de gens arrivent à le lire et à le décrypter. Et toutes les cotisations qu'il y a sur ces bulletins sont des liens avec des organismes sociaux et des déclarations à faire. Donc ça, on s'en charge pour nos clients. J'allais y venir justement, Baptiste Le Bihan. Vous avez parlé du code du travail qui, je crois, pèse 137 kilos. Est-ce que le bulletin de paye classique, généralement, le salaire est chose plutôt taboue en France, donc on voit pas trop, ceux évidemment pas de nos collègues, mais encore moins ceux de nos amis, etc. Est-ce qu'il est possible de faire bouger justement question de novices, est-ce qu'il est possible de faire bouger la façon dont est constitué, dont est rédigé un bulletin de paye qui effectivement n'est pas toujours lisible? Il y a 1000 chiffres. Enfin, ce qu'on regarde évidemment tous, c'est le salaire net, mais il y a des tas de chiffres par-ci par-là avec des abréviations, des coefficients, tout un tas de choses. Et très honnêtement, c'est à se demander si tout n'est pas fait pour qu'on s'y paume. Oui, excellente question. Il y a eu un changement assez récent que le gouvernement appelait le bulletin de paye simplifié. Donc, il y a eu un changement l'année dernière où on est passé d'une 50 de lignes sur un bulletin de paye à une 20 pour simplifier la lecture pour les salariés. Donc ça, c'est une avancée. Mais si vous échangez avec des experts en paye sur le sujet, pour eux, c'est un peu complexifié la chose parce que ça a regroupé sur une même ligne ou sous une même dénomination plusieurs cotisations ou plusieurs liens avec des organismes. Donc c'est pas forcément simplifié pour ceux qui gèrent la paye au quotidien. Après, ce qui est compliqué, c'est que dans les PME, souvent on externalise la paye auprès de cabinets sociaux ou comptables, et du coup les personnes en interne qui vont faire le lien entre le cabinet comptable et les salariés, c'est pas des RH, des personnes dans le département financier ou même des dirigeants de petites entreprises, eux non plus, ils n'ont pas cette expertise-là, donc ils peuvent pas forcément le décrypter pour le salarié non plus. Donc effectivement, c'est pas hyper simple pour les Français de lire leur bulletin. Il faut leur donner en fait des clés pour les aider à mieux le comprendre, mais il y a beaucoup de lignes et de cotisations. Oui. Vous dites c'est pas simple pour les Français. Si je me tourne ici vers tous nos intervenants et faire ce joli panel et que je vous pose la question, est-ce que vous êtes capable de décrypter le moindre chiffre, la moindre abréviation sur une fiche de paie? Est-ce que vous êtes capable de tout comprendre ou pas? Pas toutes les lignes, non. Non.
Non, pour être honnête, c'est très compliqué. Et je pense que le chômage partiel, l'activité partielle a encore contribué à complexifier grandement la lecture des fiches de paye. J'imagine que chez Payfit, ça a été un sujet de ces derniers mois. Et c'était pas simple, en fait, parce que c'était une nouveauté pour les entreprises qui ont voulu le mettre en place. Et en France, il y avait très peu, ce dispositif était très peu utilisé et n'était pas forcément clair et précis sur tous ces points. Donc, ça s'est construit au fur et à mesure des mois de la mise en place. Il y a eu beaucoup de mises à jour sur les dispositifs d'activité partielle. Et nous, nos équipes internes de veille juridique et sociale ont suivi ça de près et on a implémenté en temps réel tout changement qu'il y avait. Et un peu notre force, c'est qu'on a développé notre propre langage de programmation qu'on appelle le Jetlang, et ça nous rend assez agile. Dès qu'il y a des nouveautés, comme l'activité partielle, comme l'impôt à la source l'année dernière, on peut très vite le proposer à nos clients et leur expliquer comment cela fonctionne. Le Jetlang, effectivement, j'avais vu cette dénomination amusante et instructive. Alors je vois qu'il y a des questions sur le live qui apparaissent, donc ça me fait penser, chers spectateurs, que vous avez évidemment le droit, je vous encourage d'ailleurs, on vous encourage tous à le faire, à noter vos questions pour chacune des 3 startups qui vont être des 3 startups. Donc Baptiste Le Bihan nous faisait sympathiquement, élégamment le rappel qu'il n'est plus une startup puisqu'il y a désormais 500 collaborateurs chez Payfit. Les 3 sociétés qui vont ce soir pitcher, écrivez les questions, posez-les en temps réel et on y répond évidemment en direct. Là je vois Baptiste Le Bihan, quelqu'un demande sur le live digitalisation de la paie par l'externalisation, qu'en est-il de la RGPD attendue que cela touche les salaires, les données personnelles des salariés? Oui, c'est une bonne question. Quand Payfit s'est lancé, c'était peut-être la première crainte de nos premiers clients, c'était sur la fiabilité du système et la sécurité des données. Donc on a travaillé sur ce sujet pour être complètement fiable et par balle, j'ai envie de dire, sur les risques qu'il pouvait y avoir. Et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes en interne qui travaillent sur le sujet et on a convaincu des entreprises qui sont des filiales de grands groupes. On a beaucoup d'entreprises qui travaillent dans la cybersécurité, qui sont clients Payfit et qui ont fait un peu des audits sécuritaires avant de nous confier leurs données de paye. Parce que c'est vrai que sur la plateforme Payfit, il y avait des données de salaire de dizaines de milliers de salariés et qu'on ne peut pas se permettre de mettre ces entreprises à risque sur la diffusion de ces données. On vient par exemple d'être certifié par des normes de sécurité ISO 27001. Enfin, c'est un sujet hyper important pour nous. Baptiste Le Bihan, en tout cas, vous générez un tumulte de commentaires sur le live. Et cette question très simple, évidemment, qui sera posée d'ailleurs à chacune des 3 entreprises qu'on va challenger ce soir et qui vont nous intéresser. Combien ça coûte? Comment est-ce que vous évaluez le coût de votre service? Est-ce au bulletin ou est-ce un forfait? Oui, c'est vrai que je suis pas non plus rentré dans le détail du fonctionnement de Payfit. Je vais juste l'expliquer rapidement pour que tout le monde comprenne bien. En fait, on est un service hybride entre l'internalisation et l'externalisation. Des clients Payfit, la personne qui va gérer la paye dans une entreprise, elle va se connecter à son compte administrateur et au lieu d'envoyer des données à un tiers qui va nous renvoyer des bulletins de paye, comme c'est fait majoritairement chez les PME françaises, la personne va pouvoir importer chaque mois les différentes variables de paye qu'on peut connaître dans une entreprise. Donc, ça peut être des primes, ça peut être des congés, ça peut être tout élément qui font varier justement ces bulletins de paye qui sont si complexes à comprendre. Et la force de Payfit, c'est que dès qu'on fait ces changements ou ces ajouts de variables, on a l'impact en temps réel sur le bulletin de paye sans latence. Donc, tout est géré directement. Et quand un salarié, par exemple, fait une demande d'absence et qu'elle est validée par son manager, ça impacte le bulletin de paye directement. Donc, on a pris le meilleur des 2 mondes entre externalisation, pour lequel on confie à Payfit toute la complexité de la paye, mais en même temps, on a la maîtrise de ces données parce qu'on a accès au logiciel directement. Donc, c'est un positionnement assez spécifique. On est les seuls sur cet entre-deux-mondes. Et notre service, il coûte à peu près une vingtaine d'euros par mois par salarié. Pourquoi une vingtaine? Pourquoi approximatif? Parce qu'on a plusieurs options. Notre cœur de métier, c'est la paye. C'est ce qu'on a fait depuis le début, c'est ce qu'on maintenant on maîtrise parfaitement. On a énormément de clients et on se développe beaucoup sur proposer
aux entreprises et aux salariés de nos entreprises clients des fonctionnalités qu'on va appeler dans le jargon SIRH, c'est Système d'information des ressources humaines. C'est la gestion des congés et des absences dématérialisées, c'est la gestion des notes de frais, on en parlait tout à l'heure, ça peut être la gestion du lien entre manager et collaborateur. Donc, on veut être un outil complet, une plateforme complète RH où tout ce qu'une PME peut avoir à gérer au niveau RH pour ses salariés soit regroupé sur Payfit. Baptiste Le Bihan, on va pas vous lâcher, je crois. Là, ça déborde. On va devoir se parler jusqu'à 20h, je crois. Et laisser la place aux autres aussi après. Je blague évidemment. C'est mon job. Payfit va-t-il jusqu'au coffre-fort électronique pour déposer les bulletins? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience sur ce sujet? Oui, c'est un sujet important pour ceux qui sont pas familiers du terme. Un coffre-fort électronique, c'est la certification d'un espace sécurisé pour conserver les bulletins de paye des salariés. Aujourd'hui, en France, on doit être capable de conserver les bulletins de paye d'un salarié qui est passé dans notre entreprise pendant 50 ans. Il y a des normes de sécurité qui sont assez strictes sur le sujet. Donc oui, l'espace personnel salarié Payfit répond à toutes ces normes de sécurité et de conservation des bulletins pendant 50 ans. Merci infiniment Baptiste Le Bihan. On va passer à la seconde start-up parce que le temps passe, il est déjà 17h45 et la seconde start-up se trouve à ma droite. Oui, et rassurez-vous, chers spectateurs, si votre question, si je ne l'ai pas citée, c'est pas qu'elle n'est pas pertinente, au contraire, mais il faut avancer, mais elle sera posée à la fin. Donc restez là, vous aurez la réponse à la fin d'ici une grosse demi-heure quand les deux autres entreprises et les deux autres ambassadeurs des deux autres entreprises auront eu le temps de parler et peut-être de susciter autant de questions que vous en avez suscité, Baptiste Le Bihan. Je passe donc à Captain Contrat avec Charles Merlet. À ma droite, Charles Merlet, votre intitulé de poste, j'ai regardé sur LinkedIn et je ne vous cache pas que je n'ai pas compris. Je vais être honnête avec vous. Est-ce que vous pouvez avant de nous expliquer le principe et l'utilité de Captain Contrat, nous expliquer votre intitulé de poste? Oui, bien sûr. C'est assez simple. Chez Captain Contrat, on a 3 lignes de service. On a d'un côté, et c'est comme ça qu'on a commencé, toute une partie de formalités, de prestations juridiques très simples, c'est-à-dire créer sa société, modifier sa société, fermer sa société, voilà tout ce qui globalement nous met en relation avec le greffe du tribunal de commerce très souvent. Donc ça, je m'en occupe pas. Voilà, ça c'est pas ma partie. Moi, je m'occupe des 2 autres lignes de service qui sont un peu plus jeunes. La première, c'est la marketplace, puisqu'on a construit au fil du temps un réseau d'avocats partenaires avec qui est un vrai réseau, c'est-à-dire des avocats avec qui on travaille quotidiennement, qui sont aujourd'hui un peu plus de 70, presque 80, à travailler avec nous sur les problématiques, pour le coup, un peu plus complexes des clients que nous avons. Et puis la troisième ligne de service, qui est la plus récente, mais qui va, je pense, beaucoup parler à notre auditoire, c'est le SaaS, donc à l'instar de Payfit. C'est un hybride entre un produit et un service, c'est-à-dire une manière de gérer son juridique au quotidien via un espace en ligne, et évidemment pour une somme qui est bien inférieure à ce que généralement les TPE-PME payent pour des services juridiques. Donc pour vous répondre, je m'occupe de ces deux parties-là, ces 2 dernières parties qui sont les plus jeunes chez Captain Contrat. Parce que le côté juridique, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre d'avoir une direction juridique digne de ce nom avec une dizaine de collaborateurs, une armée de juristes. Tout cela coûte cher. Ça coûte très cher, a fortiori pour les PME. Il y a combien de personnes d'ailleurs en moyenne composent un service juridique d'une PME d'une 50aine de personnes? Alors très souvent, la plus grande réponse, je vais vous répondre un peu avec une autre statistique, mais c'est qu'il n'y a pas de service juridique avant vraiment une certaine taille critique. C'est souvent une personne qui va un peu remplir toutes ses fonctions support, RH, finance, admin de manière générale, et on retrouve assez peu avant une certaine taille, soit 50, 60, 70 salariés, quelqu'un qui vraiment compose une direction juridique. Ce que vous nous dites, c'est que avant d'avoir 50 collaborateurs, l'aspect juridique, la direction juridique, c'est du bricolage en gros. Exactement, c'est exactement ce que. Alors nous, on avait fait une étude avec OpinionWay il y a plusieurs années déjà, où le résultat de l'étude, c'était que 41% des dirigeants de TPE-PME déclaraient bricoler leur juridique.
et notamment sur la partie droit social et droit commercial. Donc effectivement, autre statistique qui paraît assez folle et qui est propre à la France, c'est que 60% des TPE-PME n'ont jamais fait appel à un avocat. Jamais de toute leur vie, alors qu'on sait qu'elles ont des problématiques juridiques qui justifieraient parfois de faire appel à un professionnel du droit. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et c'est, je pense, ce qui nous caractérise par rapport aux autres fonctions, comme je le disais tout à l'heure, c'est que c'est souvent un sujet qui n'est même pas géré. C'est-à-dire qui est mis de côté, et un jour, on se rend compte que c'est un sujet problématique. Et à force justement de mettre la poussière, de mettre la paperasse sous le tapis, Charles Merlet, un jour, on finit par découvrir des choses pas agréables. Quel est le premier risque auquel qu'est-ce qui peut arriver à une PME? Oui, bien sûr. Alors, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu lorsque on parlera des use cases, mais quelques exemples qui me viennent en tête. Je me suis associé avec 2-3 personnes lorsque j'ai créé ma société. Au départ, il n'y a pas vraiment d'enjeu parce qu'on n'est pas certain du succès. Donc, on rédige des statuts un peu à la va-vite. On rédige pas de pacte d'associés, par exemple. Et puis, l'entreprise grossit. Et puis, un jour, il y a des nouveaux investisseurs. Et puis, en fait, il y a un conflit entre associés. Et là, on se rend compte que finalement, c'est pas si bien ficelé que ça. On ne dépose pas sa marque, souvent, au départ. Puis l'entreprise grossit. Et puis finalement, un jour, quelqu'un nous demande de cesser d'utiliser notre marque. Et là, c'est souvent trop tard. Voilà, c'est autant d'exemples de thématiques juridiques que l'on méprise un peu au départ et qui, à la fin, finissent par coûter un peu cher. Parce que dès le départ, en fait, ce qu'on réalise en fait de façon assez simple, c'est que à la création d'une entreprise, la paperasse, rédiger des contrats, peu importe la nature, c'est pas le plus excitant évidemment quand on crée une boîte de faire ce que vous venez de décrire. Et donc c'est un enjeu de départ qui se retrouve relégué au second plan, alors que c'est absolument essentiel pour qu'une entreprise puisse prospérer dans les meilleures conditions. Oui, bien sûr, effectivement, et ça se comprend. Une entreprise qui se lance, elle cherche à avoir des clients, elle a peu de budget. Donc elle a globalement ni du temps ni du budget à consacrer à la partie juridique. Donc tout ce qu'on a essayé de faire chez Captain Contrat, je reviendrai un petit peu sur ce que l'on fait, c'est justement de décharger complètement les entreprises de cette partie et de leur permettre dès le départ de véritablement se consacrer au juridique. Donc juste en 2 mots, Captain Contrat, c'est une plateforme de services juridiques en ligne à destination des TPE-PME. Et ce qu'on a voulu faire, c'est ce que je disais à l'instant, c'est de rendre le juridique accessible pour en faire vraiment un moteur de réussite et pas un frein, voire un risque pour l'entreprise. Donc, on le disait, l'offre juridique, aujourd'hui, elle était assez inadaptée. Puisqu'on avait d'un côté les experts comptables qui gèrent une partie du juridique de leurs clients, mais dès que les problématiques sont de vraies problématiques juridiques, il manque souvent d'expertise et c'est source d'insatisfaction. Et de l'autre, les avocats qui sont difficilement identifiables, on ne sait pas très bien à qui s'adresser, sont souvent perçus comme chers et parfois à juste titre, et à minima dont les prix sont assez difficiles à comprendre. Et les TPE-PME, contrairement aux grands groupes, elles ne comprennent pas trop qu'elles doivent payer un avocat au temps passé. Elles payent pour un résultat, elles payent un forfait. Donc c'est autant de choses qu'on a essayé de corriger en lançant Captain Contrat. Donc oui, c'est très. Je crois d'ailleurs qu'il y a un pourcentage, le nombre, parce qu'on parle de grands groupes, donc dont beaucoup sont en région parisienne, et le nombre d'avocats, de la même manière, sont aussi beaucoup en région parisienne. Et donc quand on est une PME en province, il y a moins d'avocats, et donc peut-être effectivement que ce sont des thématiques, que ce sont des rouages et des logiques de travail qu'on ne comprend pas, parce que effectivement, ce sont pas des choses vers lesquelles notre curiosité, notre envie d'information va nous pousser de la même manière que nous pousserait l'envie de faire du business, l'envie de développer une société. C'est pas motivant. L'idée de se pencher. On parlait tout à l'heure du code du travail qui pèse, je crois, 139 kilos. Et ben c'est de la même manière. C'est assez décourageant de feuilleter tout un tas de. Parce qu'en plus, enfin, soyons francs, l'écriture juridique, c'est pas Marcel Pagnol, quoi. C'est très très dur à lire, à déchiffrer. Il faut avoir un lexique quasiment à côté de soi sans cesse. Oui, bien sûr. Bien sûr, vous le disiez, il y a à peu près 70 000 avocats en France. Il y en a la moitié qui sont à Paris.
Alors d'un côté, on a effectivement des territoires où on a du mal à trouver un avocat compétent, et à Paris, on ne sait pas vraiment très bien à qui s'adresser parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc personne n'est vraiment satisfait. Et pour revenir sur la problématique de l'information juridique, Captain Contrat, au fil du temps, on a eu de cesse que de créer des contenus pour vulgariser, pour expliquer, pour donner des débuts de solutions, et tout ce contenu est entièrement gratuit. Aujourd'hui, on a près de 2000 articles qui traitent de thématiques juridiques et en des termes qui sont des termes simples, qui sont des termes entrepreneuriaux. Et ce que vous voulez faire, tout bêtement, c'est rendre la matière un peu plus sexy, quoi. Oui, aussi, effectivement. Oui. Effectivement, il faut bien avoir conscience que le juridique n'est pas ce qui passionne la plupart des gens, ou en tout cas les gens normaux, normalement constitués. Moi, je suis juriste, donc je suis pas quelqu'un de normal, mais effectivement, c'est pas très facile de s'y intéresser, donc on essaye aussi de rendre ça accessible, de rendre ça ludique, de rendre ça simple. Charles Merlet, vous n'êtes pas quelqu'un de normalement constitué puisque vous êtes passionné par le droit. Est-ce que vous avez réussi à véhiculer cette passion pour le droit et la rendre accessible, la rendre ludique à vos clients? Est-ce qu'on peut parler de cas précis, de PME pour lesquels vous avez travaillé, qui sont devenus vos clients? Oui, bien sûr. Alors, ludique, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit d'ailleurs notre mission, mais en revanche, on a beaucoup contribué, je crois, pour la plupart de nos clients, à vraiment rendre ça simple et de pouvoir se dire que, à l'instar de PayFit sur la partie paye, pouvoir se dire je délègue et c'est plus dans ma charge mentale. Quelqu'un le fait pour moi, le fait bien, et je sais que c'est géré. Et voilà, donc c'est surtout ça que l'on fait. Maintenant, de là à le rendre ludique, je pense qu'il y a encore un petit peu de chemin à parcourir, mais on y travaille. D'ailleurs, on parle de lecture juridique. Décrypter son contrat de travail et décrypter sa fiche de paie dans son intégralité, en fait, ce sont deux tâches à peu près impossibles. On s'y retrouve là-dessus. Baptiste Le Bihan, je vous vois sourire, mais Oui, c'est complexe, c'est complexe. En rentrant chez moi ce soir, je regarderai mon contrat de travail et je lirai ma fiche de paie pour voir si je comprends mieux. Charles Merlet, aujourd'hui, vous avez combien de clients et quelle sorte, donc des PME exclusivement? Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus représentés que d'autres? Est-ce qu'il y a par ailleurs dans des secteurs d'activité de PME, des PME qui ont plus besoin que d'autres de vos services et de cet éclairage essentiel pour comprendre ce monde juridique assez effectivement poreux? Bien sûr. Alors, on a à peu près un peu plus de 15 000 clients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des très petites entreprises, puisque historiquement, comme je vous le disais, on a beaucoup contribué à la création d'entreprises. Mais on a aussi, et de plus en plus, des PME et des PME de taille importante. Les deux ne rencontrant pas le même problème. La première cible, évidemment, les très petites entreprises, c'est, comme je vous le disais, l'incapacité de mettre plus de budget, l'absence de solutions existantes lorsque je démarre mon entreprise ou lorsque j'ai une petite activité. Et pour les PME, c'est un petit peu différent. C'est la facilité d'avoir un espace en ligne, de pouvoir tout gérer, de pouvoir tout piloter, d'avoir ces documents juridiques à un même endroit, de pouvoir faire appel à un avocat et d'être mis en relation avec des avocats de spécialités très différentes en quelques clics, et dans la journée avoir sur la table une proposition chiffrée. Voilà, tout ça, c'est des choses qui paraissent assez évidentes, mais qui en réalité n'existaient pas auparavant. Je vais vous poser, Charles Merlet, la question effectivement de la relation que vous entretenez avec les avocats, mais je constate que, chers spectateurs, enfin à titre personnel, Charles Merlet et Captain Contrat, je trouve ça très intéressant. Peut-être avez-vous peur de poser des questions concernant le côté juridique, peut-être que vous mettez vos questions sous le tapis. Je vous encourage plutôt à les mettre sur votre clavier et à poser vos questions à Charles Merlet tant qu'il est là, tant qu'il est disposé à vous répondre. Il est très bavard en plus, donc je vous encourage. Ah bah voilà, une question. Combien coûte une adhésion à Captain Contrat?
C'est simple, mais c'est concret. Ouais. Alors c'est simple et en même temps il y a plusieurs façons de consommer du droit sur Captain Contrat, si je puis m'exprimer ainsi. Soit on vient pour une prestation donnée et alors là les hypothèses sont multiples puisque ça dépend de la prestation. C'est quoi par ailleurs la prestation la plus fréquente, la question juridique sur laquelle on vous sollicite le plus? Alors la prestation les prestations les plus fréquentes, ça va être la création de société comme je le disais, le dépôt de marque, la rédaction de conditions générales de vente, aussi du contentieux et puis la partie sociale. Voilà, là c'est vraiment les gros blocs qu'aujourd'hui on adresse. Mais pour répondre plus précisément à la question, aujourd'hui on a donc cet abonnement qui permet de gérer son juridique au quotidien et ça c'est très peu cher, c'est très accessible puisque on peut y souscrire pour 19 € par mois. Pour 19 € par mois aujourd'hui vous avez accès à l'ensemble des documents juridiques Captain Contrat qui ont été rédigés par des avocats et que vous pouvez personnaliser et générer automatiquement depuis votre espace et à l'assistance de nos juristes en interne qui vont donc répondre à tout un tas de questions. Je peux vous donner quelques exemples qui vont, je pense, parler à pas mal de notre auditoire puisque c'est des exemples récents. Puis-je imposer le télétravail à mes salariés? Question qu'on a reçue. Comment dois-je faire ma demande d'aide auprès du Fonds de solidarité? Est-il possible de solliciter un prêt garanti par l'État auprès d'une autre banque, etc., etc. Donc ça, c'est autant de questions que vous pouvez poser et en 2 heures, vous avez une réponse de la part d'un juriste. Charles Merlet, 19 €, c'est quasiment le prix d'un abonnement à une box internet. Est-ce qu'au bout d'un an, vous passez à 49 € ou alors le prix reste fixe? Non, c'est même mieux que ça puisque si vous vous engagez sur un an, vous payez 13 € par mois en réalité. Donc non, il n'y a pas de changement de prix au bout d'un an. Ah, ça y est, donc les questions fusent. J'aurais mieux fait de me taire, moi. Faites-vous aussi le juridique social? Faites-vous appel à des juristes internes également et pas des avocats? C'est ce qu'on a commencé à esquisser à l'instant. Oui, bien sûr. Alors sur la partie sociale, complètement, et on a beaucoup d'avocats en droit social. Et pour ce qui est des juristes en interne, effectivement, on a un fonctionnement hybride, c'est-à-dire que on peut répondre à un certain nombre de questions en interne par l'intermédiaire de nos juristes. Donc on a des juristes formalistes, des juristes aussi qui sont spécialisés sur la partie abonnement. Et puis en externe, les avocats. La distinction à bien avoir en tête en France, comme dans d'ailleurs beaucoup de pays, c'est la notion de conseil juridique. C'est-à-dire que dès lors que vous voulez que quelqu'un s'engage sur une solution juridique et signe en bas de la page, là seul aujourd'hui un avocat peut le faire en France. En revanche, il y a tout un tas de questions parmi celles que j'ai listées qui sont surtout de l'information, du décryptage auquel là on peut répondre directement. Et ce sont des informations, des questions, effectivement, vous en avez cité quelques-unes qui dépendent beaucoup de l'actualité sociale, de l'actualité du travail. En l'occurrence, il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui sont en télétravail. Il est normal que toutes les questions qu'on vous pose soient peu ou prou liées au travail à distance. J'imagine, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais les conditions de travail à distance en termes juridiques, ça doit être aussi quelque chose qui suscite la curiosité. Bien sûr, évidemment, le travail à distance pose son lot de questions, mais il y a aussi d'autres questions qui sont liées au confinement et malheureusement aux conséquences économiques, c'est-à-dire comment je fais face à mes difficultés. Il y a aussi la question des pertes d'exploitation, le contentieux avec les assurances, voilà, toutes ces questions dont on entend parler à la radio, à la télé, dans les journaux, on les retrouve évidemment dans notre quotidien. Pensez-vous, c'est une question qui a à nouveau été posée sur le live, c'est intéressant. Pensez-vous, Charles Merlet, que les avocats et les experts comptables vont diminuer leur prix à terme? En tout cas, c'est ce à quoi on travaille. Et comment on fait ça? Souvent, c'est une question qu'on a. Pourquoi vos avocats sont 30, 40, 50% moins chers que le marché? Comment est-ce que vous faites? Est-ce que ce sont de moins bons avocats? C'est le premier réflexe. La réalité, c'est que on leur fait gagner énormément de temps. On leur fait gagner du temps dans la collecte d'informations, dans la rédaction des documents, dans le recouvrement des honoraires, dans tout un tas de choses qui, au fond, viennent un peu parasiter leur activité pour les recentrer sur leur valeur ajoutée. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive à être 2, 3, 4 fois, parfois, moins cher que le marché. C'est parce que l'avocat, en réalité, le temps qu'il passe, il le passe vraiment à vous conseiller. Il passe pas du temps à reprendre un document, faire un copier-coller, se tromper, envoyer un mail,
passer du temps à vous envoyer une note d'honoraires que vous allez payer par chèque. Voilà, autant de situations, vous parliez de situations absurdes, qui prennent du temps et qui se répercutent dans le prix des professions libérales. Parce que quand on lit entre les lignes, ce que vous disiez déjà tout à l'heure, c'est que les avocats, c'est trop cher. C'est ce que vous disiez. J'ai pas dit ça. Mais force est de constater qu'en tout cas, c'est inadapté à beaucoup de TPE, PME. Aujourd'hui, on peut pas, toutes les boîtes ne peuvent pas payer 250, 300, 400 euros de l'heure des avocats. Pour une petite problématique juridique qu'elle rencontre au quotidien. Certains prix sont devenus des habitudes pour les grands groupes, pour certaines entreprises, mais ce sont des chiffres totalement démesurés et ubuesques si l'on s'adresse à des petites entreprises. Et donc c'est peut-être cette peur, d'ailleurs, dont nous parlions tout à l'heure, cette peur de l'avocat, parce que c'est quelque chose qui coûte forcément cher. C'est aussi un petit peu un biais, parce qu'on se réfère aux grandes entreprises, aux grands groupes qui ont davantage de moyens, et d'ailleurs des directions juridique importante. Bien sûr, et c'était ça un des principaux problèmes, c'est que c'était inadapté. Donc sans dire que c'est trop cher ou pas assez cher, en tout cas, c'était inadapté au TPE-PME. Merci infiniment, Charles Merlet, pardon. J'en profite pour vous dire, chers spectateurs, merci d'avoir posé vos questions à Charles Merlet. Vous pouvez toujours le faire, car on prendra les dernières questions à la fin. Sur le site, sachez aussi que sur le site PME, la semaine digitale, vous avez accès aux cas d'usage des startups et aussi à leurs agendas pour prendre rendez-vous si vous en avez besoin et avoir tous les détails. Donc ça, c'est posté sur le live. Donc vous avez absolument toutes les informations. Si mes questions n'étaient pas assez bonnes et que vous avez envie d'en savoir plus. Voilà. Donc on va passer à notre dernier. J'ose plus dire start-upper maintenant, parce que tout à l'heure, Baptiste Le Bihan m'a renvoyé paître. Donc je veux parler d'entrepreneur. Jean-Daniel Guillot, vous êtes cofondateur de Memobank. Bonsoir, on a déjà parlé, donc je dis plus bonsoir, on s'est déjà parlé tout à l'heure. Memobank, est-ce que vous pouvez nous le résumer? Déjà, vous êtes cofondateur, donc à titre personnel, comment est-ce que vous avez eu l'idée de fonder Memobank? Pourquoi? Comment? Racontez-nous tout. Oui, alors Memobank, c'est aussi compliqué de la décrire comme une start-up, puisque nous avons créé une vraie banque. Donc c'est pas 3 personnes dans un garage qui se sont dit tiens, on va faire une banque. C'est un gros projet qui a demandé beaucoup d'investissement, à avoir une licence d'établissement de crédit, donc ce qui permet d'être une banque européenne, et donc ce qui nous permet d'opérer partout en Europe, mais aussi de recréer l'intégralité de l'infrastructure, de tous les systèmes d'information de la banque derrière, qui sont faits chez nous, et qui nous permettent de construire pour l'avenir. Donc on a mis 3 ans à recréer une banque. C'est la première fois depuis 50 ans qu'une banque est créée de zéro en France, et donc obtient un agrément, ce qui nous permet aujourd'hui d'offrir tous les services d'une banque aux PME. On cible spécifiquement la cible des PME, donc nous au-dessus de 2 millions d'euros de chiffre, qui pour nous sont les plus mal servis du marché bancaire. Les banques traditionnelles n'ont pas su s'adapter malheureusement à toutes les évolutions. On parlait d'avoir des bons partenaires pour faire sa transition numérique. On pense qu'aujourd'hui, les PME qui commencent à avoir une certaine taille et qui commencent à avoir du coup des problématiques bancaires ne sont pas assez bien servies par les banques traditionnelles. Donc on a voulu recréer un acteur pour les servir correctement à l'échelle européenne. Quand vous dites c'est la première fois, Jean-Daniel Guillot, qu'une banque est créée ex nihilo depuis 50 ans, vous ne comptez pas, j'imagine, toutes les banques digitales type Boursorama, etc., qui sont des qui sont créées au sein de banques qui existent déjà. Est-ce que vous pouvez me préciser un peu ce point? Alors il y a un certain nombre d'initiatives effectivement, ouais, qui ont pu naître depuis les années 2000. Pour recréer la première fois qu'on crée ça de zéro. Si on prend des acteurs, alors type 2000, type Boursorama, ce sont des acteurs qui viennent généralement du trading à la base, et qui se sont fait racheter par des plus gros groupes et qui donc sont devenus banques en ligne. On a aussi un certain nombre de ce qu'on appelle néobanques, qui est parfois un peu trompeur, parce que ce ne sont pas des banques, ce sont des services qui sont super, hein, qui fournissent énormément de services généralement aux TPE ou aux particuliers,
et qui se base sur des banques traditionnelles en arrière-plan. Donc l'interface est super et ça rend plein de services, mais derrière, on reste sur de la banque traditionnelle, donc avec des systèmes d'information qui peuvent avoir 40 ans. Jean-Daniel Guillot, Mémobank, c'est une banque traditionnelle, vous l'avez dit. Est-ce que quand on lance une banque il y a 3 ans, est-ce que moi j'ai envie de savoir les coulisses, est-ce que comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des conseillers, est-ce qu'il y a des agences, est-ce qu'il y a des endroits physiques où on peut prendre rendez-vous avec des professionnels de chez Mémobank? Est-ce que tout se passe sur Internet? Quels sont les services, quel est le suivi que vous adressez à vos clients? Alors, la particularité, c'est qu'on ne se définit pas comme une banque numérique. On n'est pas un service en ligne. On a en fait des chargés d'affaires qui s'occupent de faire ce lien. On parlait de la numérisation et on pense que nous, donc déjà, il faut des bons partenaires qui eux-mêmes ont fait leur transition numérique, ce qui est malheureusement pas le cas des banques traditionnelles. Mais en plus, il faut accompagner cette transition, sinon ça ne sert strictement à rien. Donc on a une sorte de position hybride où on a des chargés d'affaires qui sont là pour justement faire ce lien entre le numérique d'un côté et toute la complexité qu'il peut y avoir entre une banque et ses clients. Parce que vous nous décriviez votre clientèle spécifique, Jean-Daniel Guillot, des PME d'environ 50 personnes ou moins, qui sont les oubliés. Vous avez pas dit exactement ça, mais qui ne trouvent pas, disons, chaussures à leurs pieds dans les banques qui existent aujourd'hui. De quels besoins spécifiques justement ces banques elles ont besoin, et pourquoi ce sont les oubliés? Qu'est-ce qui manque dans le système bancaire traditionnel pour elles, et quels sont les conseils, l'accompagnement précis que vous leur apportez? Alors, ce qui va manquer aujourd'hui, c'est de l'accompagnement, justement. Aujourd'hui, effectivement, elles sont un peu délaissées sur ce segment. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est bête à dire, mais les coûts de structure de ces banques traditionnelles sont tellement énormes que ça n'est plus rentable pour elles de s'occuper de ces clients qui peuvent paraître gros, c'est-à-dire quand on fait quand même 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est un bon client, on est une belle PME, mais pour une banque traditionnelle, ça ne devient plus rentable en fait de s'occuper de ces clients-là. Donc on remet de l'accompagnement, on réhumanise cette relation, et ce qu'on va leur fournir, c'est des services de 3 ordres. Hein. Souvent on dit qu'il y a du service du dépôt, du paiement et du crédit. Donc du dépôt, c'est-à-dire toute la gestion de trésorerie, comment je vais facilement gérer ma trésorerie avec mes entreprises. Ensuite, toute la question de la gestion de mes flux, comment je vais faire mes paiements efficacement, m'y retrouver dans mes historiques. Une chose toute simple qui marque généralement, c'est que souvent dans les banques traditionnelles, vous n'avez accès par exemple qu'à 3 mois d'historique sur vos flux. Pourquoi ? Ça reste un grand mystère. On ne sait pas vraiment l'expliquer, mais cette notion revient aussi à. En gros, j'ai 3 mois de papier. On revient dans ces schémas-là j'ai en fait ma capacité à vous fournir de l'information est limitée parce que je viens du papier. Pourquoi on fait ça? Voilà, ça reste un mystère, mais voilà, nous on donne l'historique intégral jusqu'à la fin d'Internet. On vous donnera l'historique de toutes vos transactions. Voilà. Et ensuite, on a la partie crédit qui est là et très spécifique à la banque et qui est souvent manquante dans les offres numériques qu'on peut trouver, dans les nouvelles offres bancaires qu'on peut trouver. On est capable de faire du crédit, donc on fait du crédit moyen-long terme. On a aussi une offre de découvert et on ramène. Je dirais, la principale chose qu'on va ramener sur tout ça, c'est de la rapidité. Ça va être vraiment de l'efficacité. C'est au lieu que vous étiez habitué à ce que votre banque vous réponde en 1 semaine, nous on va vous répondre en 1 heure. Vous étiez habitué à ce que ajouter par exemple un collaborateur sur votre interface, ça prend 3 semaines, du papier, des lettres, etc. Nous, ça va vous prendre 5 minutes. Voilà, c'est ce genre de nouveau paradigme qu'on relation bancaire. Parce que Jean-Daniel Guillot, ce que vous dites, là, vous venez de dire simplement, de résumer simplement qui sont les oubliés des banques qui sont vos clients aujourd'hui. Vous avez dit, si ces personnes qui sont vos clients dans une banque traditionnelle, ils ont une réponse au bout d'1 semaine, c'est précisément parce que ce ne sont pas eux qui font le plus de chiffre d'affaires, et du coup ils sont au bout de la pile, quoi. Ils sont pas prioritaires. C'est ça, mais
le problème, il vient des deux côtés. C'est-à-dire que c'est vraiment, le problème, c'est pas le chargé d'affaires qui est nul. C'est le problème, c'est qu'il a beaucoup trop de clients à gérer, qu'il est complètement sous-outillé, qu'il doit utiliser 12 outils. Et quand je dis 12, c'est 12 outils différents pour gérer ses clients. Donc, ce qu'on a fait, c'est non seulement un travail côté client. Donc, on redonne des interfaces qui sont extrêmement agréables, rapides, efficaces, qui marchent sur mobile, et qui fonctionne tout le temps. Avec, on n'a pas la petite calculette qui est horrible où on rentre la carte. Enfin, je sais pas si vous avez l'expérience de ça, mais c'est généralement la façon dont fonctionnent les banques traditionnelles. Et après, de l'autre côté aussi, ce qu'on a repensé, c'est tout l'outillage du chargé d'affaires. On lui donne un seul outil qui lui permet de gérer l'intégralité de la relation bancaire, et qui permet justement d'avoir une relation hyper transparente. Le client va pouvoir, avec son chargé d'affaires, créer des choses en temps réel sur la même interface. Ça, c'est vraiment essentiel. Jean-Daniel Guillot, vous commencez à avoir quelques demandes, quelques questions sur le live, mais avant de leur de citer ces questions, moi j'ai une dernière question à titre personnel. Vos chargés d'affaires, comme vous dites, ce sont des freelances, ce sont des ils sont où sont-ils? C'est-à-dire pour une ville, vous aurez tant de chargés d'affaires. Comment est-ce que vous les dispatchez sur le territoire français et je sais comment est-ce que décrivez-moi un peu leur vie à ces chargés d'affaires? Ce sont des personnes bien réelles, ce ne sont pas des robots, ils respirent vraiment. Mais des freelances ne sont pas forcément des robots, Jean-Daniel Guillaume. Oui, mais on vous met pas face à une interface à un robot, on vous met vraiment face à un humain, 10 et 15 ans d'expérience dans leur domaine, donc ils savent vraiment de quoi ils parlent. Aujourd'hui, physiquement, ils sont situés à Paris et Lyon, mais on est capable aujourd'hui de faire des entrées en relation avec des entreprises partout en France sans aucun problème, puisque on a rencontré le problème quasiment qu'on n'avait pas. Évidemment, on a ce problème de confinement, donc on a le problème de ne pas pouvoir parfois se déplacer dans l'entreprise, mais on a même des clients qui demandaient à ce qu'on ne vienne pas, relation à distance, ce qui nous convient très bien, puisque c'est beaucoup plus efficace. On a cette envie d'aller chez le client parce que on ne demande pas dans un bureau, dans une boutique. On va dans l'entreprise. Ça nous permet de mieux comprendre l'entreprise. Nous, notre métier, c'est vraiment de comprendre nos clients et de leur apporter la solution la plus adaptée à leur problématique. Donc, aller chez le client, ça permet de résoudre tout un tas de problèmes, à la fois sur le temps passé par le dirigeant à faire cette relation, et puis on peut tout de suite mieux comprendre. Quand on a une entreprise qui n'importe quoi, va faire des fenêtres, on peut tout de suite voir l'entrepôt, on peut voir les ateliers, on peut comprendre comment ça fonctionne, le cycle d'exploitation qui est extrêmement important à comprendre pour nos chargés d'affaires. On peut tout de suite le visualiser physiquement. Maintenant, on est tout aussi capable de le faire à distance. Et cette relation se passe très bien aussi. J'avais prévu de vous demander justement, Jean-Daniel Guillot, votre avis sur le concept d'agence bancaire qui est un petit peu mis à mal avec la transformation digitale du monde bancaire en règle générale. Mais si je comprends bien, vos agences bancaires, ce sont les entreprises qui sont vos clients. L'agence bancaire, vous la matérialisez chez le client. Alors nos clients, généralement, ont des bureaux et pas de temps. Donc on a effectivement c'est la facilité pour le client qu'on se déplace et mais maintenant on peut bien sûr les recevoir dans nos bureaux si besoin, mais généralement ce que nos clients vont préférer, c'est quand même de gagner du temps et qu'on vienne les voir. Et probablement d'ailleurs, là je commence à lire les questions que vous nous faites parvenir sur le live, et probablement payer le moins cher, ou du moins trouver le prix le juste prix. Combien coûte Memobank, Jean-Daniel Guillot? C'est effectivement la question, elle est la question du juste prix. Alors nous, concrètement, ce qu'on a refait en fait à ce niveau-là, c'est apporter de la clarté, apporter de la simplicité dans les tarifs. C'est un peu tout ce que les nouvelles entreprises essayent de faire, mais dans le cas de la banque, c'est vraiment compliqué parce que déjà on est une entreprise
très régulé. On est supervisé par la Banque de France et par la BCE. Et donc, tout ça est extrêmement régulé. Donc, on peut pas non plus faire n'importe quoi sur les tarifs. Mais on a simplifié au maximum tout ça. Donc, on a 3 forfaits aujourd'hui qui vont. Donc, on a travaillé sur des forfaits de manière à redonner de la visibilité aux dirigeants. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel on a eu plus de retours quasiment quand on a fait nos entretiens avec tous les dirigeants pendant 3 ou 4 ans. C'est « je ne sais pas ce que je vais payer à la fin du mois ». Ça, c'est un peu anxiogène, c'est pénible. Donc, on a travaillé sur des forfaits qui permettent de savoir ce qu'on va payer à la fin du mois. On a supprimé les commissions de mouvement, qui sont un frais que personne ne comprend, parce que même techniquement, on ne comprend pas pourquoi on devrait payer en fonction des sommes qu'on vire. Bon. Mais bon, c'est le mouvement. Et donc, on a 3 forfaits de 49 à 399 euros qui couvrent les 3 grands cas d'usage de ces entreprises et qui redonnent énormément de visibilité. La simplification, elle se joue sur les tarifs, elle se joue aussi sur le juridique. On en a parlé. Par exemple, on a resimplifié toutes nos conventions de services sont complètement lisibles. Elles sont lisibles par n'importe quel être humain. Et ça, c'est le genre de choses qui sont importantes pour entrer dans une relation saine. Il y a on vient d'entendre un terme que vous venez de dire, Jean-Daniel Guillot, qui a été cité dans les 3 cas, dans les 3 sociétés, c'est la question de la lisibilité, effectivement, qui est très importante. Il y a pas mal de questions sur le live. Merci pour vos questions. Il nous reste 10 petites minutes à échanger ensemble, donc je vous encourage à poser vos questions, que ce soit à Captain Contrat, que ce soit à Jean-Daniel Guillot, Memo Bank, et évidemment à PFIT, à Baptiste Le Bihan. Vous avez encore 5 minutes pour les poser. Jean-Daniel Guillot, je reviens à vous parce qu'il y a quelques questions qui me sont parvenues. Combien de clients aujourd'hui vous avez ? On vient de démarrer en fin septembre, début octobre, donc le nombre de clients est faible aujourd'hui. Mais on a annoncé en juin qu'on allait ouvrir et on commence les entrées en relation depuis 1 mois, ce qui se passe très bien, mais il y a toujours un petit temps de latence parce qu'on a ce travail à faire qui est le travail de la banque de comprendre nos clients et de s'assurer de tout un tas de paramètres pour être sûr que l'entreprise, les personnes à qui on parle sont les bonnes. On a en fait énormément de choses à faire en interne. Donc les entrées en relation ne sont pas immédiates. C'est pas je rentre mon email, un clic et j'ai mon service. Malheureusement, ça serait génial, mais voilà. Donc c'est un tout petit peu plus long qu'un service ordinaire, mais c'est un démarrage qui est très bon et qui est conforme à nos attentes. Évidemment, le Covid et le confinement n'arrangent pas les choses. Une autre question. Je sais pas. Pas forcément parce que justement la crise du Covid a montré que il y a eu ce système de PGE qui a fait que d'un coup toutes les PME ont redécouvert que leur banquier pouvait leur répondre en une journée et on pense que justement ces entreprises-là vont vouloir revivre ça. Et c'est ce qu'on leur fournit, en gros. On leur fournit vraiment une réactivité, une efficacité. Votre promesse, oui, la rapidité. Une autre question, Jean-Daniel Guillot. Êtes-vous un concurrent d'Hexabank, par exemple ? Quel est votre business model ? Donc, le business model, on commence à le comprendre un peu. Mais donc, cette personne demande, êtes-vous un concurrent d'Hexabank ? Et en gros, qui sont vos concurrents ? Je suis obligé de regarder qui est Hexabank, en fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un logiciel de gestion multibancaire. Donc, alors pourquoi je suis obligé de regarder tout ça de la finance et le monde de la finance technologique est extrêmement dense, extrêmement complexe, mondial. Donc, je suis loin et je mets au défi n'importe qui de tout connaître. Mais je suis loin de tout connaître. Nous, on est une vraie banque, donc on ne fait pas. Il y a effectivement tout un écosystème branché sur la banque, sur les logiciels de comptabilité, pour gérer la trésorerie, pour gérer tout un tas de choses. Donc, je dirais pas qu'on est concurrent de ce genre de logiciel. On est plutôt partenaire de ce type de logiciel. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui se recoupent, quoi. Il n'y a pas une distinction forte entre
il n'y a pas des cloisons très très fortes entre tout ça. Nous, notre force, c'est qu'on a vraiment cette licence bancaire, donc on est capable de redonner tous ces services bancaires à ces PME, et du coup de s'appuyer sur ça pour fournir dans le futur beaucoup de logiciels et beaucoup de choses qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de choses dans la chaîne de gestion de la trésorerie, de la chaîne de gestion des paiements, des flux, des crédits aussi. Et donc tout ça va, voilà, malheureusement il n'y a pas de cloison, quoi. Tout est un peu flou, donc on peut très bien être partenaire et concurrent d'un logiciel ou d'une entreprise sans que ça soit un vrai problème. Je trouve votre réponse, Jean-Daniel Guillot, très claire et très exhaustive, a fortiori parce que vous ne connaissiez pas l'existence d'Hexabank, donc tout est finalement tout est extrêmement clair. J'ai encore 2 questions à vous poser avant de nous quitter. J'ai aussi une question pour Marie Boedek-Ménard qui m'est parvenue. Une question très très spécifique, très technique. Memobank Est-ce que Memobank finance encore le BFR des entreprises dans cette situation après PEG 25% prix? Alors, sur la question du PGE, je pense que le PGE est fourni par la banque principale de tous les clients. Donc nous, par définition, on ne fait pas avec la banque principale, n'existant pas avant octobre, mais on commence à devenir en fait la banque principale de nos clients. Donc dans ce cadre, on est capable de fournir des PGE sans aucun problème. Il y a énormément d'entreprises qui l'ont pris, mais il y a aussi énormément d'entreprises qui n'ont pas pris ce système encore parce qu'ils n'avaient pas de difficultés particulières de trésorerie. On a des entreprises qui ont beaucoup souffert, évidemment, de cette crise-là. On a aussi des entreprises qui ont explosé lors de cette crise. Donc, c'est assez variable. On a aussi des entreprises qui marchaient sur 2 jambes, qui avaient 2 business et dont un s'est écroulé, l'autre a explosé. Bref, tout est possible, tout existe, et donc on est capable de fournir des PGE sans aucun problème, par contre. Entendu. Une dernière question pour vous, Jean-Daniel Guillot. Pensez-vous à terme prendre le relais des cabinets comptables avec la facture électronique et écriture comptable? Donc là, nous marcherions ainsi sur les plates-bandes de certaines personnes qui ne sont pas loin du tout. On n'a pas du tout pour objectif de faire le travail d'expertise comptable. C'est un travail spécifique et vraiment on s'intéresse pas du tout à le faire nous-mêmes. Mais comme je l'ai dit, il peut y avoir des choses où les frontières ne sont pas forcément c'est un peu poreux. Donc la gestion de la facturation, certaines banques le font, la gestion des flux, la gestion des rapprochements bancaires. Certains experts comptables ne le font pas, ou alors le font encore à la main, d'autres le font de manière complètement automatisée. Et à l'inverse, on a des banques qui ne le font pas et qui le font aussi de manière automatisée avec des logiciels. Donc il n'y a pas vraiment les frontières sont assez floues en fait sont de plus en plus floues, en tout cas floues entre les métiers. Mais on n'a pas du tout pour vocation de remplacer un expert comptable. On est vraiment, pour le coup, les partenaires des experts comptables. Et nous, notre métier, c'est de faciliter la vie du client, des experts comptables, de tous les partenaires autour de la table. Donc, c'est 2 métiers complètement différents, quoi. Merci Jean-Daniel Guillot, merci à tous pour vos questions. Donc avant de nous quitter, de terminer cette 3e journée de la semaine digitale des PME, j'ai une question qui m'est parvenue il est toujours pas trop tard, hein, il reste encore 3 minutes, il n'est pas trop tard pour poser une question pour n'importe lequel de nos intervenants. Allez-y, profitez-en. Marie Boedek-Ménard, vous avez parlé tout à l'heure, a priori, je crois que c'est le cas, de la digitalisation des factures en 2023. Comment se faire aider dans cette perspective, nous demande un spectateur ou une spectatrice. Alors effectivement, donc la facturation électronique obligatoire, ça va intervenir à partir de 2023. Donc le décret est pas, on connaît pas encore toutes les modalités. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir se mettre en mouvement pour réfléchir à comment on va le faire et quels outils on va faire. Donc une fois qu'évidemment on aura le décret, on saura exactement quelles sont les implications. Parce qu'il peut y avoir différents systèmes qui peuvent devenir obligatoires. Ce qui est sûr, c'est que pour se faire accompagner, le mieux c'est de demander à des
des experts comme nous, en fait, soit des directeurs financiers à temps partagé ou d'autres sociétés de conseil qui vont vous aider à revoir vos process et en fonction des contraintes réglementaires qui vont être demandées, voir comment adapter en fait les outils, les process et l'organisation pour s'y conformer. Voilà. Merci pour l'exhaustivité de votre réponse. Jean-Daniel Guillot, je ne peux pas vous laisser partir. Là, il y a une dernière question qui nous parvient pour vous. Est-ce que votre gestion de risque est plus personnalisée qu'une banque classique? Alors oui, forcément, puisqu'on est notre objectif, c'est de nous adapter à chaque entreprise. On utilise le numérique et le fait qu'on ait refait tous nos systèmes, qu'on ait repensé tous nos process, toute notre organisation pour faire un peu plus de sur-mesure qu'une banque traditionnelle qui va nécessairement devoir un peu avoir des frontières très claires. Nous, on fait effectivement beaucoup plus finement la gestion des risques. La caractéristique de toutes ces PME qui ont commencé à grossir, c'est qu'elles sont toutes différentes. Et c'est vraiment la complexité de ce marché, et c'est la raison pour laquelle les banques traditionnelles n'y arrivent plus, c'est qu'elles sont toutes différentes, elles ont toutes des process différents, un historique. Parfois, elles ont grandi de manière complètement organique, donc elles ont atteint une certaine taille en 30 ans, en 40 ans, donc des choses se sont mises en place de manière organique, on ne sait même plus pourquoi. Parfois, elles ont atteint, comme en entreprise, pour atteindre des chiffres d'affaires assez grands en 2 ans. Et évidemment, elles se sont pas structurées de la même manière, elles n'ont pas les mêmes clients, elles n'ont pas les mêmes cycles d'exploitation, elles n'ont pas la même problématique, elles n'ont pas la même géographie, elles n'ont pas le même tissu autour d'elles. Bref, tout est différent, absolument tout est différent. Et notre métier, c'est de nous adapter à ces spécificités et de travailler un produit qui va être le plus sur mesure pour la PME. Ouais, finalement, le cas par cas, c'est inhérent à votre business model, à votre marché. Une dernière question. Non, il n'y a pas de dernière question finalement. Je l'avais déjà dite, mais à culpa. Merci infiniment à tous les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cette fois, le compte est bon, c'est toujours délicat. Le format hybride, on ne sait plus combien de personnes sur l'écran est à côté. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette 3e journée de la semaine digitale des PME. Encore une fois, chaque jour du grain à moudre, et chaque jour, ce qui est rassurant et qui prouve qu'on est sur des thèmes très importants, c'est qu'il y a à chaque fois des passerelles, des problématiques, et il y a à chaque fois des liens entre les différentes thématiques de la digitalisation des PME, et ce sera probablement confirmé demain. Merci infiniment de nous avoir suivis. Demain, on parlera de la mobilité, de la logistique et des transports demain pour ce 4e jour de la semaine digitale des PME. Merci infiniment pour votre fidélité, pour ceux qui sont là depuis lundi, et d'ores et déjà bienvenue à tous ceux qui nous accueillent, qui nous regarderont demain. Je vous souhaite une excellente soirée et à très vite.